On va faire un bilan de lecture d'un livre finlandais qui s'appelle Le Lièvre de Vatanen et qui a été écrit par Arto Paasilinna. J'ai pris le thème de la frontière finlandaise partagée avec l'actuelle Russie parce que c'est un sujet qui va être abordé dans le livre et qui, je pense, pour un lecteur occidental tel que moi, est pas forcément maîtrisé d'un point de vue historique. Alors la source sur laquelle je m'étais axée de base, c'était un accord de 1948. Je suis un peu remontée avant, je suis un peu allée après pour faire une rapide chronologie. Donc en gros, la Finlande et l'URSS ne sont pas alliés. Entre novembre 1939 et mars 1940, il y a ce qu'on appelle la guerre d'hiver où l'URSS veut repousser sa frontière, notamment parce que la ville de Leningrad se situe à 32 kilomètres du pays finlandais et pour l'URSS, c'est un danger. Bien évidemment, la Finlande va refuser de perdre du territoire comme ça, donc l'URSS va envahir la Finlande. Les soldats soviétiques, en fait, heu, se retirent parce que c'était pendant l'hiver. Apparemment, le climat s'est descendu jusqu'à -40 degrés et donc même si l'URSS avait une supériorité technique et même démographique par rapport à l'armée finlandaise, en fait, ils ont été en galère à cause du climat, de ce que j'ai lu. Sachant que je suis allée sur le site Perspective Monde, parce que moi, l'histoire de la Finlande, je la connais pas beaucoup. Dans la Seconde Guerre mondiale, la Finlande est une alliée de l'Allemagne. Il va y avoir des affrontements Finlande-URSS, mais ce sera plus dans un cadre où, en gros, l'URSS est l'agresseuse. Là, c'est dans un cadre beaucoup plus général de combat alliés versus Axe. C'est la raison pour laquelle, en 1944, la Finlande signe l'armistice avec l'URSS et donc perd des territoires. Sur le monde diplomatique, il y avait une carte, je sais pas si ça rend, mais je l'ai mise. Très rapidement, en fait, après l'armistice, il va y avoir une politique de rapprochement pour éviter la satellisation. Du coup, en gros, il y a une volonté d'accommodation et à partir de 1948, il y a un accord de coopération et d'assistance mutuelle. L'URSS est en gros assurée de ne pas être attaquée par la frontière finlandaise et en même temps, en échange, la Finlande est assurée de conserver son indépendance. Ils vont du coup essayer de mettre en place des liens économiques, des liens culturels et c'est une des raisons pour lesquelles la Finlande ne va pas participer au plan Marshall parce que ça serait être trop proche des États-Unis alors qu'elle est frontalière avec l'URSS. Elle va du coup, à partir de ce moment-là, organiser une politique étrangère de neutralité et face à ces efforts pour ne pas appartenir au bloc ennemi, l'URSS va baisser les indemnités, de guerre que la Finlande lui doit. Dans le monde diplomatique, j'ai lu que, à partir de 1955, la Finlande a remboursé toutes ses indemnités de guerre à, l'URSS et que ça va lui permettre d'être acceptée justement à l'ONU. En 1973, elle va rentrer, dans la CEE. En 1975, c'est l'année du récit, dans le Lièvre de Vatanen. Pour la Finlande, il y a, un changement parce qu'à Helsinki, on va organiser une conférence sur la coopération et la sécurité en Europe. Dans ces accords, il y a des pays européens, il y a aussi les États-Unis et le Canada. Tout ça, ça fait que, la Finlande, avec, sa frontière, avec l'URSS, qu'elle partage avec l'URSS, et ben, en fait, elle a une histoire un peu particulière. Cette frontière, elle couvre une surface de 1 300 km². J'ai trouvé ça intéressant que, dans le monde diplomatique, on présente la frontière en termes de surface et pas juste de distance, parce que ça veut dire qu'on a vraiment ce phénomène un petit peu de limesse, c'est-à-dire que la frontière, c'est pas un mur qu'on passe, et c'est plutôt une zone dans laquelle progressivement un État perd son contrôle et un autre gagne son contrôle. Je simplifie énormément, mais voilà. Aujourd'hui, ces 1 300 km², ils sont quadrillés par des drones, des caméras, des patrouilles. Il y a 11 points de passage, donc la frontière, elle est largement contrôlée. Aujourd'hui, en 2025, les poids lourds russes et biélorusses sont interdits. Ils ne peuvent pas passer ces 11 points de passage. Et suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie,
La Finlande a demandé à entrer dans l'OTAN, donc elle change radicalement, de posture vis-à-vis, de la Russie et en 2023, ça lui a été accordé. Donc désormais, la Finlande, est membre de l'OTAN et donc je trouvais ça intéressant parce que, dans le bouquin, il y a quand même un tout un récit, de voyage, on va dire. Le héros est toujours en train de bouger au sein de la Finlande et en fait, à un moment donné, il va passer la frontière et il va se retrouver, en URSS et on a vraiment ce sentiment il tombe dans un monde complètement différent et en même temps, bah, assez similaire lui-même, il n'a pas vu qui passait la frontière, il n'a pas vu les barbelés donc il s'est douté à un moment donné mais c'était pas, au mètre près quoi et donc on est vraiment dans la notion de limesse. Donc l'auteur, il est né dans des conditions particulières selon Wikipédia, j'avoue que je suis pas allée plus loin. En gros, il est né pendant, l'exode, donc le déplacement des populations finlandaises qui fuient, l'avancée des soviétiques et en fait, ses parents et lui, ils vont, traverser 4 pays. Apparemment, beaucoup de ses livres, reprennent, ce motif de la fuite et c'est le cas, dans Le Lièvre de Vatanen et selon Babelio, il écrit, surtout des farces et des satires. Il a écrit en tout 35 romans, 27 ont été traduits, dont 18 en français. Donc, il a une, notoriété et il est très traduit. Il est également scénariste et il a eu une vie, assez dur dans le sens où il a travaillé dès 13 ans. Il a été bûcheron, il a été ouvrier agricole et en fait dans sa vingtaine, il a repris les études pour devenir journaliste. Ce qui est intéressant parce que c'est le métier, du héros. Donc le premier roman s'appelle Prisonnier du paradis et son second roman, son deuxième roman, c'est Le Lièvre de Vatanen. Donc c'est quand même un livre qui a été écrit en début de carrière en tant qu'écrivain. Et apparemment, on retrouve, très souvent une même trame où, il y a un héros qui a une vie un peu rangée dans une grande ville et qui va en fait, faire des choix qui vont le ramener vers la nature et des conditions de vie, beaucoup plus, spartiates, mais où, il va un peu mieux se trouver, il va être un peu plus équilibré. Le Lièvre de Vatanen a été traduit en France en 1989 et vendu à plus de 160 000 exemplaires. Il a été réédité en 2006 à l'occasion de la sortie dans les salles du film. Je l'ai lu, très rapidement. Je trouve que, l'écriture, elle est hyper efficace, elle est un peu clinique même. Je pense que c'est aussi lié à la construction des personnages. Je comprends complètement le côté, satire, social, voire le côté farce dans certaines scènes. En fait, il y a un peu un phénomène de succession de scènes qui, chaque fois, font heurter le héros, à, certains codes de la société et lui, en fait, à chaque fois, bah, il finit par, choisir de, se retirer de ces codes. Donc lui, en fait, il s'éloigne de plus en plus des codes, sociaux et donc peut-être aussi, les situations dans lesquelles, il se retrouve sont de plus en plus, hors normes. Je trouve que c'est pas loufoque non plus. Après, il y a des moments où je me suis dit: «Est-ce que c'est censé faire rire?» Moi, j'avoue que j'ai pas ri, et en même temps, je me dis enfin, c'était pas mon attente, c'est pas grave du tout. Mais je sais que c'est pas facile de me faire rire en littérature. En fait, il faut que ce soit vraiment absurde et là, peut-être que c'est pas allé assez loin pour moi dans l'absurde, même s'il y a des situations assez hors normes, peut-être que c'est pas allé assez loin dans l'absurde. À un moment donné, ça m'a un peu fait penser tant dans la structure du héros qui décide de lâcher sa vie et de, partir à l'aventure et de s'enfoncer un peu plus, chaque jour dans, l'isolement par rapport au reste de la société. Ça m'a fait un petit peu penser à des bouquins que j'ai lus il y a très longtemps d'un auteur qui s'avère être suédois, donc c'est peut-être, une manière d'écrire un peu plus répandue, dans les pays scandinaves. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson et j'avais lu ensuite, mais j'avais moins aimé.
L'analphabète qui savait compter, du même auteur. Et en fait, c'est un peu le même format. C'est-à-dire que pour une raison qui peut être complètement loufoque ou complètement accidentelle dans l'analphabète, en fait, le personnage principal part. Il n'est pas forcément armé, donc dans Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, je crois qu'en gros il a 100 ans, donc il a clairement pas le tonus pour s'enfuir de son EHPAD, mais en fait il s'enfuit quand même. Et dans l'analphabète qui savait compter, c'est une, je crois que c'est une enfant, en tout cas elle est très jeune, c'est une personne noire dans l'Afrique du Sud de l'apartheid et en fait, il lui arrive quelque chose qui fait qu'elle doit sortir de son, township et du coup, elle est pas non plus armée pour faire face au monde, qui la discrimine, quoi. Et en fait, pareil, il y a un côté, il bouge sans arrêt, succession de scènes, qui sont, là, pour le coup, encore plus hors normes, encore plus loufoques, et qui ont, en tout cas pour le vieux qui, ne voulait pas fêter son anniversaire, qui ont un petit lien aussi avec la guerre froide. Et du coup, je me suis dit, bah, est-ce que dans le lièvre de Vatanen, c'est le même objectif, la même construction, et donc quelque chose qui voudrait aller dans le loufoque? Moi, je l'ai pas trouvé loufoque, je l'ai pas trouvé forcément drôle. Une autre raison pour laquelle je fais le rapprochement, même si ça fait longtemps que j'ai lu les deux autres livres de Jonasson, il y a un côté très distancié vis-à-vis des émotions. Pas en mode, les personnages sont des robots, mais en mode plutôt, une certaine forme de fatalisme. Là, le début du roman, on part sur une émotion et en fait, elle est décrite, voilà, elle est là, elle a gâché la soirée, mais en fait, on n'est pas, nous, en tant que lecteurs et le narrateur non plus, on n'est pas dans l'émotion. Je vais lire le passage pour essayer de me faire comprendre. Deux hommes, accablés, roulaient en voiture. Le soleil couchant agaçait leurs yeux à travers le pare-brise poussiéreux. C'était l'été de la Saint-Jean. Sur la petite route de sable, le paysage finlandais défilait sous leurs regards lasses. Aucun d'eux ne prêtait la moindre attention à la beauté du soir. C'étaient un journaliste et un photographe en service commandé, deux êtres cyniques, malheureux. Ils approchaient de la quarantaine et les espoirs qu'ils avaient nourris dans leur jeunesse étaient loin, très loin de s'être réalisés. Ils étaient mariés, trompés, déçus, et avaient chacun un début d'ulcère à l'estomac et bien d'autres soucis quotidiens. Ils venaient de se quereller pour savoir s'ils devaient rentrer à Helsinki ou s'il valait mieux passer la nuit à Heinola. Depuis, ils ne se parlaient plus. Ils traversaient en crabe la splendeur du soir, la tête rentrée, butée, l'esprit tendu, sans même s'apercevoir de tout ce que leur course avait de misérable. Ils voyageaient, blasés, fatigués. Du coup, je dis pas qu'il y a pas d'émotion parce que clairement on part sur de l'émotion, mais en fait, je crois qu'il y a un côté hyper descriptif et en même temps très ciselé parce que les phrases sont courtes, on voit vraiment les images, c'est hyper efficace, mais du coup, on n'est pas dans l'intériorité des personnages et on se demande à un moment donné s'ils en ont une. En fait, il y a plusieurs scènes où même vis-à-vis du lièvre, qui est quand même l'élément déclencheur de sa prise de décision de tout plaquer, femme, travail, mode de vie, et cetera. Il y a des moments où le lièvre est en danger et lui est spectateur et on va pas savoir s'il y a une émotion. C'est un peu comme si je lisais une petite BD dans un journal qui se moque d'une actualité. Et on a des petits personnages, la situation elle est caricaturale, elle est ubuesque encore une fois, elle a pas de sens et ça fait sourire, mais du coup, on s'attache pas non plus au personnage. Je suis pas en train de dire il s'en fiche, mais en fait, vu l'attachement, il y a des moments où on se dit, bah, c'est étonnant de le voir assez, peut-être neutre, mais c'est peut-être pas le bon mot, assez distancié des événements. Mais oui, l'auteur n'écrit pas, il ne fait pas de description, intérieure et il est vraiment dans les actes, il est vraiment dans les, images. Je lis pas régulièrement des récits où, on traite les personnages comme ça. En ce moment, je lis pas mal d'imaginaire et en fait, du coup, c'est un peu le contraire.
Les personnages, c'est un peu, les moteurs de l'histoire, et donc c'est les émotions qui les conduisent à prendre des décisions pas toujours bonnes et tout et donc du coup, peut-être on est au contraire beaucoup dans l'intériorité et là, c'est un peu le contraire. J'avoue que quand je voyais que c'était la fin, je me disais: «Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer? Comment l'auteur va terminer?» Et j'avoue que la fin, cette fin-là, je m'y attendais pas. Tout le passage, est-ce que, le lapin doit, être pris en charge par un service vétérinaire? Peut aller dans la cellule? Est-ce que c'est un, complice? Ça, c'est trop drôle. Donc tout ça, c'était vraiment dans la même veine, mais le côté un peu, limite mystique de, il devient un espèce d'esprit, de la forêt, moi, c'est comme ça que je l'ai lu. Je m'y attendais pas du tout. Ouais, je sais pas si c'est facile, si c'était ce qu'il voulait de base, s'il s'est fait rattraper un peu par, son propre récit, à se retrouver dans une situation où bah, ouais, il avait besoin d'une chute. Le passage que je n'ai pas aimé, c'est le passage Beuvry dans le sud. J'avais envie d'assassiner les ivrognes au sauna. Je l'ai pas aimé non plus, il m'a beaucoup mis en colère, mais je voyais complètement, la critique, et je pense que tout le monde la voit, hein, mais cette critique des privilèges, quand ils disent, en vrai, on peut lui faire vivre un enfer parce qu'il portera jamais plainte, parce ils n'appartiennent pas au même monde, social. C'est un passage qui est hyper dur, mais je le trouvais, à sa place dans le récit. Effectivement, il finit par ne pas porter plainte alors qu'il en avait l'intention. Bon, bah, on connaît ce phénomène, malheureusement et c'est aussi une manière pour lui, bah, de disparaître de nouveau. Moi, un des passages où je me suis dit: «Ah bon?» c'est quand, il a, un moment, en fait, en gros, quand il se retrouve séparé de son lapin, enfin de son lièvre du coup, hem, c'est comme si, il avait plus, son ancre pour pouvoir, s'isoler du reste de la société et il va rentrer dans les codes, en fait. Donc il va rencontrer une femme, il va vouloir se marier, il va être complètement ivrogne parce que, bah, du coup, il est pas dans son état normal, sinon il aurait pas envie d'être là. Mais j'avoue que déjà, il est long ce passage. Et pareil, je me suis dit, comment l'auteur va faire pour, pour sortir de cette scène? Et c'est vrai que peut-être sur la fin, les scènes sont de plus en plus longues. Ce qui est intéressant, hein, d'un point de vue, construction du récit. C'est vrai qu'au début, c'est vraiment une succession, le temps avance et on note, dans ces pérégrinations: «Tiens, il y a cette scène-là qui est marquante, il y a cette scène-là qui est marquante». Ça peut durer quelques heures, ça peut durer quelques jours, quelques semaines et c'est vrai qu'à la fin, on dirait que le temps, il est un peu suspendu parce que ça dure pas forcément plus longtemps, mais on a l'impression que la scène est plus longue. Et de nouveau, en fait, ça se termine par, bah, en fait, j'ai envie de retourner dans ma nature, je récupère mon lièvre et du coup, je peux y retourner. J'ai cette excuse de, il a besoin de vivre dans la nature pour pouvoir y aller. Et j'ai vu que, il y avait eu un film, qui s'appelle Le lièvre de Vatanen et je comprends parce que c'est vraiment plein de scènes, très, très visuelles. Je me demande si toutes les scènes ont été prises. Si un jour je regarde le film, je pense que ce qui m'intéresserait le plus, c'est ça. C'est est-ce que toutes les scènes ont été sélectionnées? Quel tri ils ont fait? Et potentiellement, est-ce que ça se termine de la même manière? Avant de dire, tiens, je vais le recommander, je vais peut-être attendre d'avoir lu un ou deux autres bouquins de l'auteur pour me positionner. Pour une lecture pas prise de tête, oui.